Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est toujours en consolidation au niveau de Bitcoin, ce qui entraîne forcément une pression baissière au niveau des altcoins, une pression baissière qui est plutôt bien absorbée. Encore une fois, on a toujours un narratif qui est au-dessus, qui est celui des mêmes coins, qui reprend le pas. On l'avait peut-être un petit peu oublié ces derniers jours, à partir du moment où Trump a gagné en fait ces élections où on avait l'ensemble des altcoins qui montaient et les mêmes coins qui étaient un petit peu derrière. Et là, on a eu quelques jours avec les mêmes coins vraiment sur le devant de la scène. Maintenant, on voit qu'on a une correction qui arrive avec PP, WIF, Peanut, Nero, Bonk. Bref, on voit que même les altcoins là actuellement sont en train de corriger et quelques cryptos comme par exemple XRP repartent au-dessus. NIR, je vais vous expliquer pourquoi dans la nouvelle et surtout je vais vous expliquer pourquoi c'est juste temporaire et ce qui est en train de se tramer au niveau de l'analyse technique et aussi au niveau des news crypto. Et on va commencer sur une grosse action qui a eu lieu. 18 États américains poursuivent la SEC et ses commissionnaires alléguant une ingérence inconstitutionnelle et une persécution injuste contre l'industrie crypto sous Gary Gensler. Alors là-dessus, je ne vais pas revenir sur les découvertes qui ont été effectuées par Coinbase, mais en effet, Coinbase avait remarqué déjà que même l'industrie bancaire était sous pression du gouvernement Biden sur ne pas pouvoir utiliser ou proposer des services crypto. Là maintenant, on parle de 18 États américains qui font des actions en justice contre la SEC. Là, on est dans une étape supérieure qui a pour but de mettre une pression énorme sur la SEC pour éviter toute action supplémentaire en attendant que globalement Donald Trump soit au pouvoir, à savoir que ce sera début janvier, à peu près le 20 janvier, si on garde les plannings habituels. Donc on est dans cette démarche-là, on met beaucoup de pression sur la SEC pour éviter d'avoir des actions un peu trop fortes sur Gary Gensler, et c'est un petit peu ce que les personnes redoutent actuellement, c'est d'avoir un Gary Gensler qui continue à passer à l'action et qui continue à appuyer très fort sur les crypto-monnaies, parce que dans tous les cas, il sait qu'il va partir. À l'heure actuelle, il n'y a pas un monde où Gary Gensler reste, il sait qu'il va partir. Par exemple, on a bien vu ici dans les différents discours qu'il a pu faire en interne, où en effet on voit grand honneur de servir avec eux. Globalement, on a quelques informations dans la façon dans laquelle il s'exprime et les mots qu'il a dit, qu'il est en train de préparer son départ. Et justement, étant donné qu'il est en train de préparer son départ, je pense qu'il n'a rien à perdre, et c'est une des raisons pour lesquelles on a des actions en justice qui sont en train de se positionner pour essayer de mettre une pression suffisante sur la SEC pour éviter d'avoir des coups d'éclat sur le départ de Gary Gensler. Donc ça va être à surveiller, et forcément ça va faire mal parce que là on parle de plus de 10 000 tokens qu'il considère comme étant une securities. Donc ça fait quand même beaucoup d'altcoins, et je suis sûr que vous en avez en portefeuille. Donc à un moment donné, oui, il y a une pression qui est effectuée sur Gary Gensler, il y a toute la partie réglementation qui est en cours, le marché est en train de le pricer, d'où aussi l'hyper-accélération qu'on a eue, mais à un moment donné, on se rend bien compte que la réglementation ne va pas changer aujourd'hui. La réglementation va arriver en 2025, donc on est en phase de stabilisation, on ira le voir dans l'analyse technique qui est très propre de ce côté-là, et donc on est dans une phase de respiration, et on va attendre que la partie réglementation se déroule comme convenu en 2025, ça prendra encore une fois un petit peu de temps, mais on n'est pas pressé. À côté, on a un qui est bien pressé, c'est Bitwise. Bitwise qui dépose un formulaire pour un ETF fonds crypto, 10 crypto index fund. Et dedans, nous avons Bitcoin, Ethereum, Solana, plutôt classique, XRP, bon, Cardano, ok, Avalanche, ok, pourquoi pas, Bitcoin Cash, ok, et ensuite nous avons Link, Dot et Uniswap. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur du market cap, on est sur une liste de top 10, on ne sait pas trop d'où elle vient, comment elle a été construite dessus, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même Uniswap qui se trouve certes en bas, et Avalanche qui sont un petit peu surprenants parce qu'ils sont pas forcément dans le top 10, top 5, vous allez me dire Chainlink non plus, je suis d'accord avec vous, mais ça empêche qu'on a en fait une caractérisation, d'une structuration de ce que un institutionnel comme Bitwise considère comme étant la représentation de l'écosystème des crypto-monnaies, avec Bitcoin, avec de la layer 1, dans lequel on retrouve Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche. On va avoir Bitcoin Cash qui représente du cash de Bitcoin, mais voilà, hein.
On va avoir l'interopérabilité et on va avoir après Polkadot, pareil, je pense qu'il le joue pour l'interopérabilité, et Uniswap qui est la finance décentralisée. Donc on a une petite représentation, après il faut regarder les poids, d'accord? Quand on voit les poids, on voit qu'on a 75% en BTC, 16% en Ether, d'accord? Donc globalement, là, entre Bitcoin, Ether, Solana, ça représente 95% du bag, le reste est vraiment anecdotique, d'accord? Ça aura très peu, voire pas du tout d'influence, en fait, sur le top 10, donc ils disent un top 10, mais en fait c'est plutôt un top 3, Bitcoin, Ethereum, Solana, sur les références et sur l'évolution que pourra avoir ce top 10 ETF. Donc on va avoir enfin l'un moyen de s'exposer à l'ensemble de l'écosystème, et du coup Solana, qui n'a toujours pas son ETF, aura une partie de l'ETF, étant donné qu'il aura 4,2% sur Bitwise. Donc intéressant à suivre, surtout avec derrière une nouvelle tête au niveau de la SEC. Je pense que ça passera beaucoup mieux à suivre, mais ça, ce sera pas avant, encore une fois, 2025. Hein. Il faut bien en avoir conscience, tout ça va arriver par la suite. Même si le marché est en train de pricer, on prend un petit peu de recul. On prend du recul, à savoir qu'il y a plein d'éléments qui se mettent en place sur l'arrivée de Donald Trump avec le département Doge, on en avait déjà parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite phrase, on est en train d'assembler les esprits les plus brillants du pays, donc dans le but de diminuer les coûts que pourraient avoir les coûts structurels du pays, et justement où est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut transformer au niveau des USA. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils considèrent ça comme étant The Modern Manhattan Project. Alors, pour rappel, Manhattan Project, en effet, ça avait regroupé les esprits les plus brillants du pays, mais ça a donné surtout la bombe nucléaire. Voilà, c'est juste pour redonner un petit peu de contexte. D'accord, oui, mais est-ce que l'appellation et la typologie Manhattan Project est cohérent? Je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que oui ou non le Doge Department va fonctionner? Est-ce qu'on devrait en avoir un en France? Quel est votre avis? Dites-moi tout ça en commentaire. À côté, nous avons Tether. Tether qui introduit Hadron, je sais pas si je le prononce super bien, mais qui est donc une plateforme de RWA qui a pour but de tokeniser tout et n'importe quoi. C'est un petit peu l'idée. Et donc Tether avait annoncé déjà une transformation, à part juste faire son stablecoin USDT, qui lui rapporte, rappelons-le, énormément d'argent, et une capacité d'investissement dans d'autres projets qui est aussi colossale. Et ils avaient annoncé se lancer dans l'intelligence artificielle, dans le RWA, plein d'autres choses. Et là, on est sur une plateforme qui propose du RWA avec derrière quelque chose qui est robuste et qui permet d'avoir un KYC et un AML puissant. AML, c'est la loi anti-blanchiment d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux points qui lui posent problème dans la notion de compliance en Europe et aux USA. En Europe, il y a encore d'autres soucis, qui est plus la notion de traçabilité et le fait que ce soit un token qui soit en dollars, mais bon, c'est encore autre chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on est vraiment dans la construction d'un produit pour les institutionnels. Clairement, c'est ça. On est dans la structuration d'un produit pour les institutionnels, et le gros intérêt qu'on a sur la tokenisation, c'est pas juste faire mumuse, nous, en tant que spéculateurs, c'est que quand on est une énorme structure, quand on est un institutionnel, on a des coûts de fonctionnement et de gestion des actifs qui sont colossaux. Le fait de tokeniser tout ça et de faire cette gestion à travers de la tokenisation permet de couper grandement les frais, pour ne pas dire, limite, avoir même pas 10% des frais. Donc forcément, on a un gain qui est vraiment important, et cette typologie de solution va apporter de l'efficience aux différentes institutions, oui, mais aussi au domaine bancaire, et surtout qu'on n'a plus l'équipe Biden à la tête, qui faisait pression, je le répète, sur les banques. Bah, on les a plus, donc à un moment donné, ça veut dire que les banques vont pouvoir passer au domaine crypto, et donc vont certainement aussi avoir cette réflexion-là de dire, ok, bah, comment j'utilise la blockchain pour diminuer mes coûts, et on va avoir des solutions comme Hadron, alors Hadron, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez, au niveau de l'appellation, qui va apporter de la valeur, et je pense que ce ne sera pas le seul. Alors en parlant de valeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler un peu de macroéconomie avec le discours de Jérôme Powell, qui nous dit que la Fed n'a pas besoin de se dépêcher pour diminuer les taux, étant donné qu'on a une économie qui est solide et que l'inflation est toujours bien présente et qu'elle est au-dessus des 2%. C'est vrai, on rappelle qu'on a eu un chiffre d'inflation qui est tombé à 2,6, tout à fait cohérent, on reste dans une stabilisation. Ok, donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va pas avoir une continuité de baisse des taux?
je pense que ça pourrait être cohérent. On avait déjà parlé que, à un moment donné, les taux n'allaient pas retourner à des taux qu'on avait l'habitude. On visait entre 3 et 3,5 en termes de taux effectifs, pour plusieurs raisons. C'est que, un, il faut continuer à alimenter un intérêt à détenir de la dette américaine, d'accord? Donc, plus on a des taux qui sont hauts, plus on a, en fait, l'argent rapporte de l'argent, donc ça veut dire que le capital en lui-même rapporte du capital, et que s'il n'y a pas besoin de faire autre chose, à ce moment on reste dans ces taux-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où il dit ça, on a quand même eu, oui, une accélération au niveau du S&P 500, mais on a bien une respiration qui est cohérente avec le dépassement des 6000 points. Donc là, pour moi, sur le S&P 500, on va se retrouver sur une forme de consolidation qui va ressembler un peu à ça, avant de pouvoir se réattaquer au niveau des 6000 points. Donc on est bien dans une structuration de continuité de tendance pour moi, à surveiller de toute façon tous les cas. On a un autre gap à aller combler, là on a comblé celui-là, on a le gap qui se trouve à 5863 points, et derrière 5780 points, qui est important à noter, à savoir que ça veut dire qu'on aura un S&P 500 qui respire grandement, porté aussi par le Nasdaq dans lequel on a une hyper accélération de Tesla, forcément, on a des grosses prises de profit qui sont en cours actuellement, donc un cours qui respire aussi grandement, et donc on pourrait très bien avoir aussi une continuité baissière au niveau du Nasdaq, donc de la TQS, mais qui est en même temps normal, parce qu'on a eu une réaction sur l'arrivée de Trump. Maintenant, on fait une consolidation, une respiration, et on va commencer à pricer la suite. Au niveau de BTC c'est un peu pareil, j'ai envie de vous dire, là on est en 4 heures, pour regarder un petit peu ce qui se passe. On est dans une forme de consolidation, à partir du moment où on a commencé à toucher les 90 000 $, hein, niveau très très important, 90 000 $ dans lequel on a eu du mal, première touche, deuxième touche, et ensuite on va aller chercher toutes les liquidités qui sont au-dessus. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça, et ensuite on redescend, on a loupé en fait les 90 000 $, donc on reconsolide. J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les autres cycles, dans les autres bullruns, où toujours quand on touche des chiffres ronds, systématiquement, ce sont des paliers psychologiques dans une découverte de prix, parce qu'on est dans un ATH, on est dans une découverte de prix. Chaque palier psychologique d'un chiffre rond sera à peu près de ce style-là. Comprenez bien que on va se taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Moi, je m'en souviens déjà de voir 4, 5 touches à un moment donné, à certaines époques, avant d'avoir une rupture haussière, une consolidation, puis après un redépart. Et j'ai envie de vous dire, on est juste un petit peu dans le passé. On voit bien que les 80 000, ça s'est pas passé super bien. Alors oui, il y avait beaucoup plus d'engouement, il y avait beaucoup plus d'accélération, mais aussi beaucoup plus de liquidité. D'accord, on va aller le voir, on va aller le voir tout de suite, comme ça vous allez comprendre. On va revenir dans les 80 000 $. Regardez toute la liquidité des 80 000 $. On dézoome un petit peu, d'accord? Les 80 000 $ se trouvent ici. Vous voyez bien tout le cluster de liquidité qui se trouvait à 80 000 $ était bien présent bien avant le 5 novembre. Et donc, forcément, quand on a tapé une fois, deux fois, trois fois, on est allé chercher tout, on est allé reliquider, puis après on a fait l'accélération. Est-ce que les 90 000 $ ont autant de liquidité? Non, regardez-moi le passif que l'on a au niveau de 90 000 $. On a assez peu de liquidité. Avant le 6 novembre, il n'y avait quasiment rien en termes de liquidité. C'est-à-dire en termes de personnes qui sont positionnées en short, ici, nous n'avions strictement rien. Donc, la liquidité n'était pas positionnée, et on voit qu'elle a commencé à se positionner, puis on commence à pousser. Premier top, deuxième top, troisième top. Et qui s'est passé? On voit une condensation de la liquidité. On est allé la chercher sur les 90 000, et on est en train de consolider. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire, les 95 sont en train de se préparer. Ici, les 96 aussi. Donc là, on est en train de préparer toute cette liquidité-là, et ce qui est en même temps normal dans cette phase haussière. Si on n'a pas de liquidité, on ne peut pas accélérer. On a besoin de cette liquidité pour accélérer très fortement. Donc on a besoin de shorters, on a besoin derrière d'avoir des ordres dans les order books pour pouvoir être fill, et donc à un moment donné, pour avoir un acheteur, et quelqu'un qui achète un BTC, il faut avoir un vendeur. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'il faut de la liquidité. Il faut que cette liquidité attire de la volatilité. Si on a de la volatilité, ça veut dire qu'on a des acheteurs et des vendeurs. Et donc on a un marché qui est liquide et qui permet de pouvoir justement accélérer. Alors si on regarde du coup en une heure, ce qui est très intéressant de voir, c'est que bien on a fait une accélération au-dessus des 90 000, 93 000, on a fait un nouvel ATH. On a une respiration qui s'est effectuée en deux temps, et là on a une forme de consolidation qui a lieu. D'accord? Est-ce que on peut aller un petit peu plus bas? Je vais vous dire oui, pour moi la target à se fixer,
qui est la 85 500. Je pense que là, on irait chercher en effet cette zone-là. On maintiendrait ce plus bas ici qui serait les 85 000, qui serait notre support, avant de pouvoir faire une consolidation et repartir. Là, on va pas se le cacher qu'on a quand même une belle forme d'accumulation. La rupture ici des 88 500, je pense que vous pouvez la noter, parce qu'on aura une accélération. Et si jamais on va chercher ce top-là, d'accord, si jamais on va avec cette accélération chercher 89 700, ça sous-entend que là, on reprend l'accélération haussière, et donc c'était bien une accumulation, et donc on accélère à la hausse. À savoir que, on rappelle que nous sommes vendredi, et le vendredi, comme d'habitude, nous avons toujours beaucoup plus de volatilité du marché, surtout que le CME va clôturer ce soir, et comme d'habitude, quand c'est comme ça, on a un retour de volatilité. Est-ce que ça va être un retour de volatilité à la hausse ou à la baisse? Dans tous les cas, on a un scénario de se dire d'aller chercher, ici, on va dézoomer un petit peu, le gap CME qui se trouve là, d'accord, ok, donc ça fait une baisse dans les 77 500. Est-ce que c'est probable court terme? J'ai envie de vous dire non. Pour l'instant, on est sur la continuité de tendance, donc les 85 500 et les 0,5 sont à 83 000, tout court. Donc les 85 500 et les 83 000, qui sont une target plutôt cohérente pour une continuité de tendance. On va pas aller chercher les targets beaucoup plus basses. Sur le gap CME, on aura d'autres moments pour aller chercher ce gap CME, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des quotidiennes, on aura le temps largement de pouvoir l'exprimer. Actuellement, on est quand même, et ça c'est important de le rappeler, parce qu'on a eu ici une correction, ok, mais c'est normal d'avoir une respiration du marché après une accélération en quelques jours de 40%, d'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, on va reprendre vraiment le nombre de jours pour que vous compreniez bien, on est à 9 jours, 40% d'accélération. C'est normal de commencer à avoir une phase de consolidation, surtout qu'on se rapproche des 100 000 $. 100 000 $, c'est vraiment la zone clé. Comprenez bien que les 100 000 $, c'est le passage à 6 chiffres. C'est là où on va avoir énormément d'exposition, surtout si on consolide au-dessus des 100 000 $. Donc il est normal de créer de la liquidité au-dessus de 93 et avoir un momentum suffisamment fort pour aller chercher les 100 000 $. C'est vraiment une zone qui va être, 1, défendue sur du short, et 2, lorsqu'on cassera les 100 000 $, on aura vraiment un afflux de nouveaux arrivants au niveau de BTC, parce qu'on va être couvert partout. C'est le même principe que lorsqu'on a cassé les 10 000 $. Le passage à 5 chiffres de Bitcoin a été relayé absolument partout, sur tous les journaux. Et ça ne nous a pas empêché d'aller chercher derrière les 20 000 $, quasiment 19 500. Donc, comprenez bien que ce n'est pas la fin, non, mais c'est normal de préparer une accélération pour aller chercher les 100 000 $. On a déjà eu une très belle accélération. Maintenant, on doit consolider pour pouvoir repartir. D'ailleurs, on a assez peu de volatilité derrière. Je pensais avoir un petit peu plus de volatilité, notamment à la baisse, parce qu'on voit qu'on liquide toujours les contrats. Pour rappel, lorsqu'on a fait les 93 000 $, on était à 1,4 million de contrats. Maintenant, on est dans les alentours de 600 000. D'accord, on a bien diminué, on continue à diminuer petit à petit avec ici les actions, et si jamais on va consolider un petit peu plus bas dans les zones que je donnais, on sera vraiment relativement flat, qui correspondra certainement aux alentours du 11 novembre, et ce qui serait propice pour réavoir une hyper accélération pour recréer des contrats. Toujours le même principe, on crée de la liquidité, on va chercher la liquidité, et on repart. Bon, on prend un petit peu de recul, je rappelle qu'on a fait 2 semaines d'accélération haussière, on est dans une découverte de prix, que c'est normal en découverte de prix d'avoir de l'incertitude et d'avoir des mouvements de marché de ce style-là. Surtout que on a eu un jour hier qui était en sortie de capitaux au niveau des ETF, 400 millions, et malgré ça, on a quand même maintenu des cours qui sont plutôt cohérents. Il n'y a pas d'éléments inquiétants, on est toujours dans la même démarche, construction de bull run. Ce n'est pas que des bougies vertes, et quand on regarde la dominance de BTC, on continue à travailler la dominance, bientôt 61%. Je pense qu'on va continuer à monter petit à petit, parce que là, on est sur un momentum de BTC, et on va encore l'être, je pense, jusqu'à la fin de l'année, et ensuite on verra, avec la réglementation, avec la disparition et le départ de Gary Gensler, et de la pression qu'on a sur l'ensemble des cryptos, certainement une altcoin season qui va être, encore une fois, florissante, par un cadre réglementaire qui sera beaucoup plus ouvert. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.